Merci, bonjour à tous. Je remercie Monsieur le Président, Monsieur Bofa et Monsieur Bedran qui m'ont sollicité. Et puis je suis très ému puisque vous me donnez l'inauguration de cette belle journée scientifique Parce, médicale. parce qu'on sait que du coup, tu seras obligé de faire dans les délais, c'est pour Très ça. bien. Et donc je te remercie en particulier, Samia, parce que tu fais beaucoup d'efforts, non seulement pour l'AMF et FM et pour d'autres rôles que je te connais dans le cadre humanitaire. Donc rapidement, au SARS-CoV-2 2019, entre mutation et vaccination, il y a 90 diapos, mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'images, juste pour expliquer un peu mais enfin, la physiopathologie et surtout ces mutations. Donc, c'est le CHU de Lyon, ce qu'on voit en bas, et c'est le bâtiment où je travaille. Donc, ça, c'est le centre de biologie nord, où on a regroupé tous les labos de bactériologie, virologie, parasitologie de Lyon sont ici. On a 5 CNR, légionelle, staphylocoque, polio entéro, grippe, virus respiratoire, dont le Covid. Et puis, on a 3 labos P3, dont un labo biotox. Voilà. Rapidement, le schéma, tout le monde le connaît, le bédouin au fin fond de la Palestine ou de l'Atlas marocain-algérien, il le connaît le virus. Seulement, je voulais préciser, par rapport à la structure du génome, c'est un génome qui fait à peu près 30 000 nucléotides, et les gènes, donc on a les gènes ORF qui codent pour les fragments de lecture ouverts, et puis les gènes qui codent pour la protéine S, pour la protéine E d'enveloppe, pour la membrane, et puis pour la nucléocapside, et on a d'autres gènes qui codent pour des enzymes. Pourquoi je précise cela? C'est juste pour expliquer comment les mutations d'un gène peuvent nous donner une mutation d'un virus. Ça, tout le monde aussi le connaît. Je voulais juste préciser parce que une grande mission de l'OMS est arrivée en Chine. Essayons de prouver est-ce que le virus il est parti bien d'une chauve-souris vers le marché est-ce que via un rat ou est-ce que via un dromadaire comme le MERS ou est-ce que via le porc ou des animaux domestiques. Et donc là, ils ont eu bien la preuve que finalement, ce virus, on le trouvait et chez le cévidé et chez le pangolin. En même temps, on a eu le MERS coronavirus, on a eu le SARS-CoV-1 de 2002-2003, et surtout quand M. Tedros Adhanom, aussi, il y a 10 jours, il a dit on craint le pire dans les années à venir, eh ben, on ne sait pas quel sera le prochain coronavirus qui va nous aussi secouer comme ce qu'on vit maintenant. Et pour expliquer qu'on a donc à peu près 4 grandes familles de ces coronaviridés, on a l'alpha, bêta, gamma et delta. Gamma et delta, on n'a pas trouvé de virus humain. La majorité, ils sont de bêta et qui nous causent des contaminations interhumaines, sauf il y en a 2 virus de l'alpha. Et qu'est-ce que je montre ici aussi? Ce n'est pas pour lire tout ça, juste pour vous montrer justement grâce au suivi et à l'étude des différentes souches, l'homme maintenant, l'humain, est touché par 7 virus. Donc, le OC43 qui a été isolé chez l'homme, transmis par les souris, HQ1 qui est transmis par le porc, on a le MRS qui est transmis par le dromadaire, le Wuhan de 2019 transmis par le pangolin et le cévidé, et puis on a les deux qui sortent de alpha, le 229 et le 63. Les 4 autres virus, le 229, le 63, le 43 et le HQ1, c'est ce qu'on a tous les automnes et les hivers chaque année, surtout en pédiatrie. Soit c'est du VRS, soit c'est ces virus-là, et qu'on l'isole et qu'on identifie par culture ou par technique de PCR. Donc les 3 nouveaux, SARS-CoV-1, le MERS et puis le SARS-CoV 2019, SARS-CoV-2. Et aussi, ce séquençage pour classer les virus et étudier les différentes variabilités, c'est selon la partie qu'on séquence du génome du virus. Où on séquence la protéine S, qui est la glycoprotéine d'enveloppe, ce qu'on voit sur l'extérieur, ce que tout le monde connaît maintenant, la protéine S, et dans cela, on les classe. Il y en a qui touchent le porc, il y en a qui touchent le chien, il y en a qui touchent les bovins, le dromadaire, et puis il y en a non qui restent, sachant que ces virus, leur réservoir, c'est les chauves-souris. Et par contre, ils contaminent d'autres animaux. Soit les autres animaux peuvent devenir malades, tels que les mammifères. On a la diarrhée des coronavirus chez le chien. On a le syndrome aigu respiratoire aussi sévère chez le chien, chez le porc. Et par contre, la chauve-souris, c'est le vrai réservoir. Et puis, si on séquence aussi dans une autre région, eh ben, on trouve encore d'autres classifications. Et les pattes, c'est les coronavirus des chauves-souris. Là, c'est la souche SARS-CoV-2 2019. Et là, on était au mois de mars, à droite, là où il y a l'image. Eh ben, déjà, on commençait à séquencer les souches et on envoie à une banque
Gilead, aux États-Unis et en Corée du Sud, et on classe. Et ici, déjà, au mois de mars, on a classé les souches noires, c'est les souches asiatiques, les rouges euro-américaines, et on a déjà classé les virus en clade, G, S, V, et puis après même ça s'est agrandi. Et je passe rapidement, ça c'est récent, c'est il y a une semaine, voilà les souches qui circulent en Europe, et on a ici 19, 19A, 19B, donc c'est les souches en 2019 qui ont commencé décembre, hein, et puis d'un seul coup, on a commencé à les classer en 2020A, AEU1, C, et ici, c'est pas actif. Dès qu'on se met sur un petit cercle, eh ben, il nous donne le pays, l'origine et la ville et la souche quand elle a été isolée. Et ça, c'est les souches européennes. D'un seul coup, on voit les souches américaines, elles diffèrent par rapport à cette souche. J'en ai vu plusieurs, mais j'ai supprimé pour gagner un peu du temps. Et voilà les souches dans le monde entier. Et vous voyez, les rouges, c'est le nord de l'Amérique, orange, le sud de l'Amérique, jaune, c'est l'Europe. Et vous voyez, l'Afrique, c'est vert. L'Afrique, elle est moins touchée, hein, par coup de chance, parce que vu les moyens qu'a l'Afrique. Et puis, on voit l'Asie qui est moins touchée avec les zones bleues. Et donc, toutes ces souches, chaque laboratoire, chaque pays, il envoie à cette banque de données et on classe les séquences et on arrive à classer nos virus selon par ces couleurs. Mais surtout, là, c'est très joli, où on voit comment le monde entier est touché, l'Asie, les pays du Golfe, parce que on va comprendre l'Australie, puis on a l'Afrique du Sud, l'Amérique, bien sûr, c'est le gros lot, hein, le plus de contamination de décès, l'Amérique latine, l'Europe. Et puis on voit l'Afrique qui est défendue par la nature et qu'elle est protégée plus ou moins. Espérons qu'avec ce nouveau variant sud-africain, qu'elle ne soit pas très touchée. Et puis, voilà le génome, voilà les souches américaines en pourcentage de janvier 2020 jusqu'en 2021. Et vous voyez l'Europe, comme elle est aussi touchée, par rapport donc, à l'Afrique qui est très peu touchée. Et on a l'Océanie et puis l'Asie qui est moins touchée. Alors, le point de départ, c'était l'Asie et surtout la Chine. Et donc, on prend chaque partie de ce génome en séquence. Et vous voyez, il y a à peu près 10 jours, quand j'ai piqué cette diapo, 344 000 souches identifiées dans le monde. Aujourd'hui, ce matin, c'est 485 000. Je me suis renseigné. Et vous voyez, je suis ici au 9 janvier. Au 9 janvier, on est 344 000. Et là, d'un seul coup, 485 000. Et voilà les souches de l'Afrique, comment elles diffèrent par rapport aux souches européennes et américaines. C'est qu'on a étudié plusieurs mutations. Et on n'a pas parlé d'une forte mutation qui est la mutation, la D614G. Elle est là, vous voyez, ici, vous voyez mon pointeur, elle est là. Cette souche, elle a déjà muté dès le mois de mars de 2020. Et cette souche, elle a muté entre la Chine et en arrivant en Europe. Dès qu'elle est rentrée en Italie, elle a muté, d'où le taux d'infection, le taux de mortalité très élevé en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, et pas en Asie, et moins en Amérique, pardon, au Moyen-Orient, au Golfe Persique. Et qu'est-ce qu'on a étudié? On a étudié le taux de pourcentage de ces mutations. Et donc, ici, tout ça, c'est des mutations, mais ce qu'on appelle des mutations mineures au niveau des gènes de la protéine S des différentes souches. Et ici, eh ben, on a constaté que c'est des mutations mineures. Il y avait l'acide aminé H, il est devenu Y à la position de 280, mais il était très faible, 0,5. Ici, 0,06, donc on ne parle pas. Mais celle-ci, elle était la plus fréquente, 90%. Le virus a muté en démarrant de l'Asie, en arrivant en Europe, en passant par l'Iran. Et voilà le génome réellement, le début du génome, il est là. Et vous voyez les protéines, les gènes qui codent, soit qui codent pour les orphes, soit qui codent pour les protéines d'enveloppe, ou bien de la glycoprotéine S, donc spicule. Et vous voyez ici, eh bien, elle est là la spicule, elle est là la membrane et elle est là l'enveloppe. Et on fait des coupures ici, et on fait des PCR, et on fait un séquençage et on arrive à trouver si le virus a muté ou pas muté. Et voilà comment on a identifié la mutation au niveau de la protéine S, du gène. Et donc, on connaît toute la structure en nucléotides, en acides aminés. Et voilà la nouveauté. La nouveauté, c'est que on était tranquille, nous, avec le D614G, mais d'un seul coup, la Grande-Bretagne, début de l'année, elle a annoncé qu'elle est très touchée par une épidémie pire que la première vague de 2020. Et elle a dit qu'est-ce qui se passe? Et là, on a déduit qu'il y a une mutation au niveau du gène qui code pour la position 501, qui était un acide aminé N, et il est devenu un Y. Et c'est cette souche qui était 70 fois plus transmissible, avec un taux d'attaque très fort. Et elle est dans la classe G. Et en même temps, on a déduit qu'il y avait aussi une autre mutation, la N439, elle a changé l'acide aminé N en K.
et à ce moment-là, en Europe aussi, et c'est la classe G, et aussi une autre mutation, la 453, qui a touché le Danemark et la Suède, qui est une mutation chez les visans et qui était aussi sévère, et puis la 477 à Melbourne. Et donc, toutes ces mutations, qu'est-ce qu'on a déduit? On a pu étudier au niveau du site de réception à l'enzyme de conversion de l'angiotensin, et on a étudié même la structure tridimensionnelle au niveau moléculaire pour comprendre est-ce qu'il y a une variation d'attaque, et c'est pour ça qu'on a dit qu'il est une grosse affinité ou grande affinité entre ce nouveau variant avec le récepteur, donc il se multiplie plus, donc il se réplique plus, donc il s'adhère plus, et plus contaminant. Et puis, on a étudié même la structure tridimensionnelle et stoichiométrique avec au niveau des sites de fixation à l'enzyme de conversion de l'angiotensine et au niveau de N-terminal, au niveau de liaison à la protéine virale. Et donc, toutes ces études nous ont montré que comment le virus peut s'adapter, comment il peut être plus virulent que l'ancien et surtout, quels sont les moyens qu'on va développer. Et on a étudié même, est-ce que le vaccin, comme on a pu maintenant dire que le vaccin Pfizer, il nous protège, j'arriverai dans des diapos suivantes. Et on a étudié, on a pris les sérums des patients qui avaient été contaminés avec le SARS-CoV, on a mis en culture ce nouveau variant et on a trouvé que ceux qui étaient contaminés par la première souche en première vague, ils nous protègent quand même, leur sérum les protège quand même. Par contre, pour certains, ils les protègent moins, donc on a déduit qu'il y a des souches qui ont muté avec une mutation un peu sévère, donc ceux qui ont été infectés, ils peuvent être infectés par une nouvelle souche mutante sévère. Et vous voyez, déjà en 2020, ils ne nous l'ont pas dit, hein, mais nous, dès février, avril, la souche G qui a dominé en Europe et aux États-Unis, et non pas la souche D qui a commencé en Asie et en Chine. Et on a compris qu'on était en face d'une souche virulente, 10 fois plus virulente à l'époque. Moi, je l'ai dit dès le mois de mars, je le savais parce que je suis ça de près, mais les médias n'ont pas parlé du tout de cette mutation, sauf maintenant parce que les pouvoirs politiques et les médias se sont intéressés. Et aujourd'hui, pour conclure un peu ce phénomène, on a 3 mutations sévères. Comment faire pour voir un peu mon haut? Non, mince, pardon, excusez-moi. Voilà, là. Eh bien, on a ici la protéine S et on a déterminé la mutation africaine E484, pardon, en K, acide aminé, la britannique en 1501Y ici, et puis la 417N, c'est la souche aussi mutante au niveau du Brésil et des États-Unis. Et donc, on a étudié leur structure. Ces mutations, on a trouvé que c'est des mutations qui ont donné un pouvoir de réplication très fort, un pouvoir de transmission 70 fois plus, avec la souche africaine et brésilienne, elle est très pathogène et plus mortelle. Et puis, vous voyez, ici, la souche 501, pardon, la 477 africaine, vous voyez comment elle a été déjà propagée, on était en juillet 2020, et on n'a pas parlé beaucoup parce que c'était les Sud-Africains qui n'ont pas trop dit pour le moment. Par contre, si on s'intéresse à la britannique, la N501, elle est là, voilà. La N501, vous voyez, il y avait des petites mutations. Et puis, d'un seul coup, au mois d'octobre, les Britanniques ont constaté de nouveau l'épidémie se propage. Et ils ont séquencé, ils ont trouvé que cette souche, elle se propage énormément. Et vous allez voir, donc toutes les souches ont été classées en G, GH, GR, avec le pourcentage de fréquence en Europe et dans d'autres pays, au Japon, aux États-Unis. Donc, vous voyez, selon le pays qui désigne, et on dit 1% de cette souche, 2% par-ci, 3% par-là. Mais surtout, voilà ce que j'ai mis ces diapos il y a 1 heure, je les ai rajoutés, parce que j'ai trouvé cette publication aujourd'hui dans le ECDC. Et on a vu que finalement, comment la Grande-Bretagne, elle est complètement contaminée par le nouveau variant. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un confinement total. Et vous voyez, regardez l'Europe, comment elle est touchée maintenant en marrant tout ce qui est le nouveau variant, hein, le N500Y, 501Y, et les zones non touchées. Vous voyez, pratiquement une grande partie des pays de l'Europe. Et puis sur le plan mondial, regardez comment les États-Unis, comment l'Amérique latine très touchée, et comme aussi l'Europe de l'Est, et puis l'Asie, et puis surtout l'Australie. Alors que l'Afrique, on ne le montre pas avec le variant anglais. Par contre, on a le variant sud-africain. Et puis voilà l'infection, donc ça c'est toujours le CDC, ça c'est le total des séquences, et surtout ce pic, c'est le pic de le nouveau variant, le 1.500Y britannique, comment l'augmentation fulgurante avec les contaminations en Europe. Et là, c'est juste pour dire, oui, la transmissibilité, elle est très forte avec un R à 1,25, où on a le 1.500Y qui est le delta 69 avec delta 70, c'est-à-dire cette souche
non seulement elle a une mutation au niveau du N, il est devenu Y en acide aminé, mais surtout, elle a eu une délétion en 69-70 et on vient de publier, mon équipe et moi-même, on a publié cette mutation parce que le premier malade britannique chez qui on a trouvé cette mutation, on l'a récupéré, moi-même j'étais de garde, j'ai récupéré ces prélèvements et on les a testés. Mais surtout, cette souche, par rapport à la sévérité, elle est, pour le moment, on dit elle a le même degré de sévérité que la souche D614. Donc, on n'a pas plus de mortalité, mais on a plus de contamination. Et puis, par rapport au diagnostic, eh ben, nous pose un problème par rapport à la test PCR, parce que dans les tests PCR, on fait une amorce qui détecte le gène S, la protéine S, un aux protéines E et un aux protéines N. Et heureusement, en France, on était très intelligents dès le début de l'épidémie, en janvier 2020. Notre laboratoire a donné l'ordre à Pasteur et au ministère pour dire qu'il faut qu'il y ait une PCR qui détecte au moins deux amorces, ou la protéine S et la protéine N, ou S, E, mais au moins deux ou trois même. Et nous, on a trois. Eh bien, ce variant britannique, ceux qui font qu'une PCR S, par exemple, s'il y a une PCR un fabricant qui détruit qu'une PCR S, eh bien, il va rendre tout le monde négatif, les Britanniques, alors qu'ils sont contaminés. Et donc, tout de suite, on a alerté les fabricants. Ils sont en train d'intégrer cette amorce, cette mutation, pour changer l'amorce et pour dépister ce virus. Voilà, au niveau, maintenant, je vous ai parlé du 500N501YV1. Donc, c'est le variant britannique. Il y a un variant sud-africain qui est le V2. Et ce V2, variant 2, il est aussi, regardez, c'est une publication de 19 janvier. Hein. Et donc, aussi, l'Europe, elle est touchée aussi par le variant africain. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, moi, je pense que M. Jean Castex, M. le Président de la République, peut-être qu'ils vont déclarer un confinement total. Ça sera total, presque comme celui du mois de mars, si on veut éviter que ces souches se propagent à une telle vitesse. Et vous voyez, le variant 2 africain, comment il est très fréquent aussi. Par contre, l'Afrique, pour le moment, subsaharienne, elle est plus ou moins protégée pour le moment. Mais l'Australie, et comment vous l'expliquez cela? Eh bien, parce que tous ces pays ont ouvert leurs vols. Et donc, l'échange des touristes et des hommes d'affaires entre l'Europe, les États-Unis, l'Amérique latine, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Europe, donc échange commercial, échange de touristes, eh bien, ça a fait transférer ces souches depuis le mois de septembre. Donc, moi, je pense depuis les vacances de l'été. Et donc, voilà la souche V2 africaine. Aussi, transmissibilité, elle est très forte. Hein. Elle est par là, la transmissibilité, non, pardon. Elle est vers les 85%. Elle est plus, parce que l'anglaise, la britannique, elle est vers les 50-70. Celle-ci, elle est à 85%. Par contre, elle est très pathogène et plus virulente. Et vous voyez, on peut trouver même plusieurs mutations avec cette mutation 501 V2 variant africain. Il y a d'autres mutations qui se relient que ce que je vous ai montré, la E484, ainsi d'autres qui sont mineures ou majeures. Et là, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est une carte européenne de ce matin que j'ai prise. Hein. Donc, c'est une épidémiologie du 11 janvier 2021. Et vous voyez la souche rouge, c'est les nouvelles souches dans tous les pays européens, comment elles se propagent. Et il y en a même qui ont eu un pic avec la souche de l'an 2020. Et puis, d'un seul coup, ils ont éliminé l'épidémie. Et d'un seul coup, ils sont confrontés à un vrai pic. Ici, regardez comment le pic il est élevé. Et vous avez les noms des villes. Bon, c'est petit, mais que je mettrai à la disposition de tous les participants, que ce soit sur Facebook ou YouTube. J'enverrai à notre ami Samien Arabe le PowerPoint et je le laisserai PowerPoint pas en PDF pour que vous puissiez l'utiliser comme support et former les collègues. Je reviens juste sur le virus, ce n'est pas pour détailler le virus, c'est qu'on arrive même à séquencer le virus et on a deux parties de cette protéine S du gène, S1 et S2, et on étudie sur chaque site. C'est pour cela que maintenant Pfizer a dit oui, mon vaccin protège contre les souches, les variants, les nouveaux variants, parce qu'ils ont pris les personnes vaccinées, qui ont été vaccinées avec le Pfizer, et ils ont pris leur sérum qui a produit des anticorps, ils ont mis en culture les nouveaux virus, les nouveaux variants, pardon, et ils ont mis des boîtes témoins, une culture sans le sérum de ces patients vaccinés, et d'autres cultures, ils ont mis le sérum des patients vaccinés et elles n'ont pas poussé, elles n'ont pas répliqué dans les boîtes de culture. Et là, on a trouvé que c'est protecteur. Et donc, ils ont annoncé ça. Et ils sont même en train de rajouter dans leur souche vaccinale maintenant les amorces qui couvrent cette partie avec ce nouveau variant dans les futurs vaccins. Donc, les futurs vaccins Pfizer, Moderna et certainement le russe et le chinois, ils vont contenir ces virus. Juste pour vous dire qu'on a plusieurs étapes où on agit sur le virus, soit au niveau de la fusion avec le récepteur AC2, ou bien avec le co-récepteur qui est la
transmembranaire polymérase qui coactivatrice du virus pour pénétrer. On a aussi pour l'intégration, la cathepsine pour éviter que l'ARN commence à se transcrire. On a aussi essayé des molécules de bloquer au niveau du réticulum endoplasmique pour qu'il n'y ait pas de production de protéines, au niveau de l'appareil de Golgi pour que les virus ne rassemblent pas ces constituants pour bloquer la sortie de nouveaux virions. Eh bien, toutes les molécules utilisées pour le moment, pas d'efficacité. L'hydroxychloroquine, remdesivir, l'opinavir, ritonavir, même l'ivermectine, peut-être certains supporters, parce que nos amis pneumologues, ils aiment cette molécule. Moi, je respecte ceux qui veulent défendre l'hydroxychloroquine, ceux qui défendent remdesivir, mais la réalité des données, elle est là, et les données réelles, ce n'est pas les journaux, ce n'est pas les médias, c'est les données scientifiques. Parfois 30%, d'autres 40%, d'autres, ça dépend des études. On n'a pas pris la même population, 1000 patients, le même âge, même comorbidité, et à ce moment-là, on dit, oui, on a utilisé toutes les molécules, même moment, même âge, même population, tous diabétiques ou tous hypertendus pour voir ce que ça donnait. Donc, pour le moment, le seul rôle, c'est que pour expliquer et rassurer pour certains, ce schéma, je l'explique tout le temps, voilà le récepteur, voilà le corécepteur, il est là, le corécepteur, fixation. Dès qu'il y a libération du virus, l'ARN, dans le cytoplasme de la cellule, vous voyez, le noyau, il est là. Il ne pénètre pas le virus dans le noyau. Ce n'est pas comme les herpès viridés, où le VIH, ils doivent s'intégrer dans le noyau cellulaire. Donc, pénétration. Tout de suite, il y a transcription. On a les ARN messagers, les ARN messagers qui codent pour les ORF, pour les enzymes, pour la nucléocapside, pour la spike protéine, pour la membrane. Et après, dès qu'il passe à réticulum endoplasmique, il y a la formation des protéines, après assemblage, et après libération de nouveaux virions. Un virus qui pénètre, au bout de 24-48 heures, c'est 10 à la puissance 14, 1000 milliards de souches virales qui sont, après la lisse cellulaire, qui vont contaminer le poumon, pourquoi pas les reins, le foie, le cœur, parce que tous ces récepteurs existent dans tous les organes, même au niveau testiculaire et au niveau du placenta. Nous avons confirmé première infection materno-fœtale, Covid avec placenta. Prochaine publication, je l'aurai avec l'équipe lyonnaise dans peut-être 15 jours. Et donc, le pouvoir pathogène, vous le savez mieux que moi, je ne vais pas m'étaler, juste pour expliquer que toute cette physiopathologie, elle se résume sur le plan immunitaire, mais je ne vais pas m'étaler, c'est juste pour dire pourquoi le rôle de la vaccination qui nous protège, parce que ce virus, avec la réponse immunitaire fugace, avec tous les rôles des cytokines, eh bien, il y a une lésion endothéliale qui provoque toute la pathologie de coagulation, d'inflammation, de dermato, d'immuno, d'hépato et de myocardite sévère, même avec taux de mortalité élevé. Ici, pour vous parler pourquoi les malades immunodéprimés, soit greffés, soit sida maltraités, VIH maltraités, ou greffés de moelle ou cancéreux, c'est que parce que la majorité des médicaments chez les cancéreux et chez les greffés, ils agissent sur l'immunité. Et donc, le rôle de la vaccination, c'est de stimuler les T et puis surtout les P pour avoir des anticorps. Comme ils sont effondrés, surtout avec le vaccin, on ne va pas les protéger. Donc, l'intérêt de la vaccination chez l'immunodéprimé, c'est avant qu'ils soient immunodéprimés. Vacciner tout patient que vous allez lister pour une greffe pulmonaire, une greffe rénale, une greffe cardiaque, il faut le vacciner avant avec le Pfizer ou le Moderna ou X ou Y, et attendez au moins 3 semaines, retardez la greffe, sauf dans l'ultra-urgence, bien sûr. Et à ce moment-là, attendons qu'il produise des anticorps pour le produire après, parce qu'en vaccinant un immunodéprimé, il ne va pas répondre avec une immunité forte. Pourquoi pas refaire peut-être 2 vaccins ou 3 vaccins après pour qu'on récupère. Mais surtout, voilà la pathologie réelle du virus avec tout ce nuage cytokinique qui atteint tout cela. Et maintenant, la majorité des laboratoires, il y en a qui travaillent sur le vaccin, on va arriver sur le vaccin, mais ceux qui travaillent sur les anticorps monoclonaux, ils veulent produire des anti-interleukine 1, interleukine 6 et l'interleukine peut-être 18 ou même l'interféron pour jouer un rôle pour réguler cette immunité et sauver les vies. Bien sûr, on a la lymphopénie et les eupénies, et puis on a l'inflammation des cellules dendritiques. Par rapport à la vaccination, le rôle de la vaccination, c'est qu'on va produire ces anticorps qui vont jouer le rôle avec l'immunité à médiation donc humorale, surtout avec les cellules, les lympho B mémoire, d'où l'intérêt de la deuxième dose vaccinale. Ce n'est pas un rappel, c'est 2 doses. À ce moment-là, on produit assez d'IgM, IgG, pourquoi pas même des IgA, qui vont nous protéger au niveau local. Dès qu'il y a une pénétration du virus chez un vacciné, il va être attaqué par les IgA. Les IgG qui restent circulatoires, les IgM, souvent, ils disparaissent. Sur le plan immunité,
Pardon. Donc, tout ça, c'est les molécules. Par rapport aux vaccins, je vais passer rapidement parce que vous savez mieux que moi, vous êtes tous des cliniciens. Surtout les vaccins, pour rassurer les personnes qui disent, j'ai eu hier même un médecin, il m'a dit, moi, je ne vaccine aucun de mes patients. Je dis, ben, dommage, sinon je vous dénoncerai à l'ordre des médecins. Surtout, on a surtout eu la notion que 10 à 15 ans pour faire un vaccin. C'est vrai. Pourquoi? Parce que les laboratoires, ils étaient tout seuls, avec leur argent, avec leurs fonds, avec leur peut-être un prêt bancaire pour pouvoir mener une étude 4-5 ans. Mais la majorité des vaccins qu'on a produits contre l'hépatite B, contre la polio, contre la rougeole, on n'a pas testé autant que ce qu'on a testé en un an pour avoir un vaccin contre le Covid. On a testé chez 3 000, 4 000 personnes, oui, c'est bon, pas de mort, pas de hop, on autorise et on libère. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait cette année, en 2020? Eh bien, il y a phase 1, il y a phase préclinique, l'animal, 2-3 ans, après phase clinique, 2-3 ans, après phase 2, après phase 3, bien sûr, 15 ans. Eh bien, on a commencé pratiquement tout en même temps. La phase préclinique avec la phase clinique 1, et on a lancé la phase 2 chez 10-15 patients. Une fois qu'on a vu pas de mortalité, pas de cytolyse hépatique, pas d'hépatite pigmentale, pas de myocardite sévère, eh ben on est passé à la phase 3. Et dans la phase 3, la nouveauté de ces nouveaux vaccins, et la nouveauté pour nous tous, on a établi une phase 4. La phase 4, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Tout sujet vacciné, on l'observe, on le surveille pour 6 mois, pour 2 mois, pour 6 mois, pour 1 an, pour 10 ans. Est-ce qu'il y aura des séquelles dans 10 ans? Et donc, les différents vaccins qui existent, eh ben, soit des vaccins donc avec vecteurs tels que l'AstraZeneca, tels que le vaccin russe et un vaccin chinois, parce que la Chine elle a produit 3 vaccins. Le russe, 2 vaccins. Les États-Unis, 3. La France, elle est en cours. Et Inch'Allah, on arrivera à la fin de l'année. Hein. Et puis, vous avez des vaccins donc avec des vecteurs, c'est-à-dire on injecte les amorces de l'ADN du virus Covid ou de l'ARN, mais on a soit un ADN, un adénovirus qui est non réplicatif, c'est-à-dire quand on l'injecte, il ne va pas se répliquer, ou bien réplicatif, lui-même il va se répliquer. Et ces deux méthodes, on les connaît très bien depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on utilise en immunothérapie anti-cancer et qu'on a gagné maintenant contre beaucoup de cancers. On les soigne grâce à cette technique. On met à l'intérieur de ces adénovirus, de ces vecteurs, des amorces qui corrigent la cellule tumorale, les gènes qui sont tumoraux, et on les corrige et on fait guérir maintenant beaucoup de patients de certains cancers. On a un virus vecteur adéno, mais inactivé, mort, seulement pour permettre de libérer l'ARN viral, ou bien on a le virus, voilà les deux vaccins habituels qu'on connaît tous depuis des années, des dizaines d'années, soit tué, inactivé, c'est le Sinovac de Chine, ou bien vivant atténué, ou bien le recombinant, on prend que des protéines, ah ben les Français, c'est ce qu'ils produisent, aussi les Britanniques, ils sont en train de travailler sur un comme celui-ci, ou bien le virus-like, on a enlevé toute la capside et l'ARN, et on a laissé que la membrane, l'enveloppe et les glycoprotéines, et puis le nouveau vaccin, soit c'est des vaccins à ADN, l'ADN viral, il est là, et on a mis, donc, on l'a incliné comme un plasmide, ou bien Moderna, Pfizer, eh ben, on a pris l'ARN messager qui compte que pour une séquence de la protéine S d'enveloppe, et on l'a mis dans cette bulle. Pourquoi j'insiste? Parce que tout le monde nous dit, oui, nanoparticules, certains professeurs, avec tous mes respects, hein, il ne faut pas se faire vacciner, non, ils nous font mortels, Bill Gates, il veut nous guider avec cette nanoparticule. Ce n'est pas une nanoparticule pour le téléphone portable. Il nous guide assez avec le téléphone portable, ces chercheurs, s'ils veulent. Et Trump, il n'y en a plus Trump maintenant, donc on a un président sage qui est revenu tout de suite. Hier, il a réintégré les États-Unis à l'OMS, il a versé les 500 millions d'euros, millions de dollars, pardon, et il a demandé de vacciner 100 millions d'Américains dans les 3 mois prochains. Et donc, c'est des nanoparticules, c'est une boule de graisse. Vous savez, ce qu'on prend chez McDo, c'est presque pareil. On a le sandwich poisson ou le steak, et on l'a mis avec beaucoup de graisse. Donc, c'est une boule de graisse. Combien il reste? Parce qu'il y en a qui disent, ça va nous gérer, ils vont nous téléguider, ils vont nous rentrer, nous changer l'ADN, l'ARN. C'est complètement faux. L'ARN messager de Pfizer ou Moderna, quand ils nous l'injectent, il reste entre 4 et 24 heures. Au bout de 24 heures, il n'y est plus. Et la stimule le système immunitaire, il exprime les cellules, l'ARN, la protéine, c'est-à-dire que ça devient. Celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois injecté, il va nous produire cette protéine S, contre laquelle on va développer des anticorps. Et donc, au début, il y avait 140 industriels qui a proposé un vaccin. Donc, au mois de juillet, on avait un seul approuvé et 4 en phase 3. Le 29 décembre, 44 seulement qui sont en phase 1 restés, tout le reste refusé, annulé. On a 3 approuvés. Un qui est abandonné, c'est l'Australien, parce qu'il y avait une grave erreur chez les Australiens, je ne le dis pas. Et puis,
voilà les différents vaccins. Donc, le russe, hein, ils ont deux russes avec adéno. Il y en a qui ont qu'avec la D5, d'autres avec la D26, donc les vecteurs. On a AstraZeneca, adénovirus ici, et on a quelle phase ils sont, mais ils sont tous autorisés. C'est une autorisation d'urgence. Comme vous, chers confrères et consoeurs, quand vous avez une femme qui fait une primo-infection varicéleuse et elle est enceinte, vous demandez du Varitech en autorisation ATU, autorisation temporaire d'utilisation. Eh bien là, c'est une autorisation d'urgence pour tout ça. Tout ça, c'est des vaccins, ça c'est chinois, ça c'est chinois aussi. Et puis le Coronavac aussi chinois. Donc l'ARN messager, il est là, Moderna, le Pfizer, il est là. Et on a toutes les études. Tout ça, c'est des vaccins. Hein. Donc le Gamaleya, le Moderna, ils ont été étudiés, mais je vais passer rapidement. Ça, c'est les nouveaux, hein, vous voyez, arrivés. Le Kazakhstan, il est en phase 3. Le Novax des États-Unis, ça, c'est Johnson Johnson. L'Iran, elle est en phase 1. La Turquie aussi, elle là. L'Inde, hein, l'Inde surtout maintenant, il va produire l'AstraZeneca d'Oxford. Et puis voilà la distribution maintenant des vaccins. Ça, c'est Pfizer. Ça y est, les autorisations dans le monde. Et puis Moderna, il est limité, mais ça y est, Moderna, il s'est installé en Europe parce que l'EMA, European Medicines Agency, il l'a autorisé. Donc, la France, elle va se doter fin de la semaine prochaine du Moderna. Rapidement aussi, je m'excuse, peut-être je me suis étalé, virus atténué ou inactivé, dès qu'on l'injecte, il va produire, donc ces virus, ils vont être répliqués par la cellule qui vont présenter au système immunitaire, on va produire des anticorps, les anticorps anti-protéines S. Et donc, voilà la cible. Eh bien, contre la personne vaccinée, quand elle est exposée au virus de nouveau, eh bien, ces anticorps, le lymphocyte B reconnaître le nouveau virus qu'il a attrapé par le nez ou par la bouche, eh bien, tout de suite, les anticorps, il va y avoir une armada d'anticorps, des millions de copies d'anticorps qui vont bloquer le virus et on ne va pas être malade. C'est comme ça qu'on est protégé. Eh bien, donc, quand c'est une protéine recombinante, eh ben, injectée, la protéine, elle est transmise tout de suite, reconnue par les cellules dendritiques, qu'elle le présente au système immunitaire, production d'anticorps pareil. Quand c'est un VLP, le VLP, le meilleur vaccin qu'on a comme modèle, c'est le vaccin contre les papillomavirus et le cancer du col. Eh ben, on injecte celui-ci, on a aussi production des protéines virales et on a le système anticorps. Là, c'est pour donc, les virus vecteurs, comment le vecteur il pénètre et comment il est reconnu aussi, produit des protéines spike, et comment on répond aussi, soit qu'il soit dans un vecteur réplicatif, il se réplique le virus, ou non réplicatif, dès qu'on l'injecte, on produit cela aussi. Et là, j'arrive à surtout celle-ci, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Attention !» J'ai vu même une vidéo, une grande immunologiste française, c'est vraiment dommage. Hein. Elle dit « Attention, ça va nous changer carrément nos ADN, on va devenir des fous, ou je ne sais pas quoi. » Et donc, eh ben, même le virus ADN, ou le virus ARN Pfizer, quand on les injecte, ils ne rentrent pas dans le noyau. Le noyau, il est là, les ARN. Ils sont dans le cytoplasme, expression des protéines. La cellule dendritique, elle présente les protéines, on a la réponse immunitaire. Quand c'est même un virus, un vaccin à ADN, c'est un plasmide, il est fermé, il ne peut pas s'intégrer dans l'ADN cellulaire, seulement il est exprimé en ARN messager tout de suite, qui va nous donner les protéines, contre lesquelles on va produire les anticorps. Le Sovac chinois, il a eu une étude phase 3 au Brésil. Eh ben, les Brésiliens, ils ont montré que non, c'est faux. Les 90% des Chinois, il est à peine à 78% chez une population, et chez une autre, il est à peine à 50% de validité. Donc, les Chinois, ils sont en train de revoir leur vaccin Sinovac. Juste pour dire que le vaccin Pfizer, pour moi, c'est l'un des meilleurs, parce que quand même, ils l'ont étudié chez 43 548 personnes. Ils ont retenu 18 000 ont reçu le vaccin, 18 000 ont reçu le placebo, et je vais directement à la fin, ici, rapidement. Ils ont étudié tout, la fièvre, la toux, voilà. La majorité des symptômes, c'était des symptômes soit de modérés, moyens, ou les sévères, ils sont un peu en marron. Les rouges, très sévères, il n'y a pas. La mort, il n'y a pas. Et qu'est-ce qu'ils ont étudié? Ils ont étudié soit la douleur au niveau de point d'injection, soit la rougeur, soit le gonflement. Et vous voyez, eh ben, oui, pendant cette phase-là. Et qu'est-ce que c'est? C'est selon l'âge. Chez les 16-55 ans, c'est le plus de 55 ans, 16-55 ans, plus de 55 ans, et on voit toujours les symptômes qu'on connaît, fièvre, rougeur, douleur, asthénie, fatigue. Et puis là aussi, voilà, la fièvre, la fatigue, éruption, vomissement, diarrhée chez certains, douleurs musculaires, et puis ceux qui ont utilisé des antipyrétiques, ah ben oui, quelques 28%,
45%. Mais surtout, là aussi, par rapport donc, à l'âge, hein, ça c'est l'âge, c'est 55 ans, et là c'est plus de 55 ans. Et puis, voilà ce qu'il y a eu. Pourquoi Pfizer a dit que 95%? Parce que 9 sur les 18 000 qui ont eu, 19 000 qui ont eu le vaccin, ont été exposés et ils ont fait une infection. Alors que dans l'étude, dans les placebos, 169, d'où ils ont prouvé 95% de validité de ce vaccin. Par rapport, je passe, voilà comment ceux qui ont reçu le vaccin, pardon, hop, rapidement, hein, je sais que j'ai dépassé mon temps. Je vais t'arrêter dans pas longtemps, t'inquiète pas. Ok. Laisse-moi dire juste merci. Voilà les vaccinés et voilà les non-vaccinés exposés au virus. Et puis, les Russes, pardon, les Chinois, la seule publication, il y a une semaine, j'ai fait ce travail, hein, les Chinois, eh ben, regardez combien ils ont étudié. 192 patients pour leur vaccin. Voilà. Et les 192, regardez, 32 qui ont reçu 2 microgrammes, 32. Et chez les 18-59 ans, plus 69 ans, donc total 192 patients étudiés par rapport à 40 000 presque, ou 36 000, 18 000. Voilà ce qu'ils ont montré, pareil, douleur, fièvre, fatigue. Et puis, les Chinois, ils ont montré surtout la bonne réponse immunitaire. Ils sont basés sur la réponse en anticorps, où on voit bien sûr qu'on arrive selon les doses, excusez-moi, ça c'est mon ordinateur. Donc, vous voyez que quelle que soit la dose, on produit assez d'anticorps et surtout très tôt, quand on est à une forte dose en produit vaccinal, en protéine vaccinale. Voilà, là aussi, ça c'est les placebos, ils n'ont pas reçu de vaccin, donc pas de production d'anticorps. D'un seul coup, à 14 jours, les anticorps produits ici par rapport à ce vaccin chinois. Le vaccin russe, le vaccin russe, il est là, voilà, pareil, le Lancet, hein, eh ben, eux, c'est très peu, hein. Regardez l'étude, hein. 9 qui ont reçu le vaccin avec le vecteur adénovirus 26, 9 avec l'adéno 25, et puis ils ont fait un autre vaccin, 2 vecteurs en même temps dans le même vaccin pour stimuler. Et ils ont montré aussi 100% de bons résultats. Bien sûr, les seules douleurs, comme tout vaccin, rougeur, fatigue. Et donc voilà les études un peu par rapport à tout cela. Seulement, l'OMS, elle est partie avec une grande délégation des inspecteurs experts en Chine pour déterminer l'origine du virus. Finalement, ils ont vu que c'était un virus réellement animal, pangolin, chauve-souris. Ils ont aussi surtout appris comment la Chine a maîtrisé l'épidémie et la pandémie, comment elle a éliminé le virus, et surtout, ils ont demandé à la Chine pour sauver la planète, et ils ont dit, il y a les enfants africains qui nous attendent, qui nous remercient nous tous, on vous remercie d'être juste et équitable vers les pays pauvres pour qu'ils aient accès aux différents vaccins, en particulier au vaccin contre le SARS-CoV-2, parce que c'est la Chine qui va sauver le monde par rapport à la vaccination dans les pays pauvres et les pays en voie de développement, parce que le vaccin Pfizer et Moderna, même si les États-Unis veulent donner 1 milliard de copies en Afrique, on n'a pas des congélateurs moins 20, moins 80. Et si en Europe, on va être en crise et on va vers un confinement général, et donc je vous remercie, je me mets avec ces enfants en plein milieu, je vous remercie, je m'excuse d'avoir dépassé mon temps. Merci. Merci. Si Dr Badram autorise, merci Dr Mekki, Dr Yahya Mekki qui est virologue à Lyon, au CHU de Lyon. Juste je me permets une petite parenthèse avant de faire, on va garder encore le Dr Mekki 4-5 minutes pour quelques questions qui sont arrivées. Je voulais m'excuser. I'd like to apologize to our English-speaking attendants because as I told you at the beginning of the conference, we meet few technical problems, so I'm not sure we can translate all the conferences on live, but I promise that you will receive the video with the French or English translations via YouTube in a couple of days. So it's a pity because, for instance, Dr. Mekki's communication was really interesting, but you will get it, you will receive it in a couple of days. Voilà, je me permets pour me remercier entre autres Dr. Tourak qui nous a rejoint, des difficultés. On est sur un premier essai de réunion en ligne avec effectivement ce souci de traduction qu'on améliorera évidemment pour la prochaine fois. Vous m'autoriserez, Dr Badram, je peux continuer, je garde la parole encore 2-3 minutes si tu veux bien, Nizar.
Je voulais remercier, on est beaucoup regardé sur Facebook puisqu'on est en Facebook Live. Je vous rappelle qu'on enregistre cette communication que vous retrouverez prochainement sur YouTube. Je vais saluer, s'il est toujours avec nous, un néphrologue libéral à Blida, ancien des hôpitaux de Paris, docteur Jamel Zouakou. Voilà, je voulais remercier, qui demande entre autres, on lui fera passer l'information, comment adhérer à l'association. Et puis j'ai 2 questions pour docteur Meki. Toujours avec la concision qui était légendaire. Première question, les patients ayant déjà fait Covid-19 avec sérologie, on vaccine ou pas et à quel moment, s'il te plaît? Tous les patients qui ont été contaminés et qui ont fait une sérologie qui sont positifs aux anticorps, qu'ils ne se précipitent pas pour se vacciner tout de suite, qu'on laisse le vaccin pour les personnes âgées, les personnes malades, les personnes hospitalières, surtout dans les pays qui nous suivent, nos confrères méditerranéens de l'autre rive de la Méditerranée, pour laisser la chance aux malades et aux personnes âgées d'être vaccinées. Par contre, vu que le nouveau variant circule, moi je pense qu'il faut qu'on se revaccine aussi, pour que toute personne malade, chronique, âgée et qui a été contaminée en mois de mars de l'année dernière, et il doit être vacciné parce que actuellement, jusqu'à ce jour, la durée j'allais dire, la demi-vie de ces anticorps chez les contaminés, elle a été évaluée jusqu'à 8 mois. Donc là, on a dépassé presque 8 mois. Donc, il vaut mieux qu'on vaccine les personnes malades chroniques, les diabétiques, cardiaques, rénaux, les insuffisants rénaux, toute cette population. Mais les jeunes, non, ce n'est pas la peine. Les jeunes contaminés, patientez, laissez-nous la première année vaccinant toutes les personnes malades, les personnes âgées, le personnel hospitalier, médical et paramédical. Et dans un second temps, on vaccine les jeunes quand on aura assez de vaccins. D'ailleurs, tu as répondu partiellement à une autre question. Donc, tu conseilles de vacciner les greffés du rein? Alors, surtout, tous les greffés, parce que ce n'est pas un vaccin vivant atténué, c'est de l'ARN. Donc, on peut vacciner tout le monde, même la femme enceinte pour moi. Par contre, il n'y a pas eu des essais chez la femme enceinte. Eh ben, pourquoi pas, on vaccine et puis on verra. Parce que, vous savez, les gens, ils nous font peur avec cet ARN. Oui, il va nous muter. Tous les virus qu'on attrape tous les jours, chaque année, on attrape. La grippe, c'est un virus ARN. Donc, les antirovirus, les rhinovirus, toute cette famille, les parainfluenza, c'est des virus ARN. Quand ils rentrent, ils se multiplient, se répliquent. Est-ce qu'ils nous modifient notre… Moi, je sais, je suis virologue spécialiste, virus et oncogénèse, oui. Ben, l'hépatite B, oui, elle devient au bout de certaines années. Les papillomavirus, oui, je suis le référent papillomavirus cancer du col. La semaine prochaine, j'ai 3 jours d'enseignement en DU de gynéco et cancer du col. Les papillomavirus, la HV8, sarcome de Kaposi, oui. Lequel j'ai oublié. Donc, on a le papilloma, on a le BV carcinome du Cavan et le lymphome. Donc, ces virus, oui, ils s'intègrent chez nous. Au bout de quelques années, quand ils se réactivent, ils sont plus réplicatifs et infectieux, ils sont oncogènes, ils développent des protéines oncogènes, papilloma, EBV, HHV8, le Kaposi, l'hépatite B, l'hépatite C. Donc, on n'est plus dans ce cas-là. Ces vaccins, ils ne perturbent pas notre patrimoine génétique, non. Mais pour une fois, on a la même année, on a un virus, une pandémie, 2 millions de morts, et on a un vaccin au bout d'un an avec tous les efforts. C'est vrai, il y a cette phase 4 qui va être très pertinente pour nous et indispensable pour évaluer au bout d'un an de vaccination comment on évolue. Et puis, ils nous disent, oui, vous avez vu, on a vacciné dans le nord de l'Europe, il y a eu 34 morts. À Paris, il y a eu combien de morts hier par la circulation de voitures? Tous les matins, 14 millions de véhicules démarrent, combien d'accidents, combien de morts, combien d'amputés? Et donc, il faut être dans la logique médicale et il faut être dans la logique de la science. Moi, je ne peux que défendre la science. Docteur Meki, toujours, on remercie, on va conclure avant que je laisse la parole à Docteur Badran pour la session 2. On reçoit beaucoup de questions, hein, donc je voulais remercier. Si on ne pourra évidemment pas répondre à toutes les questions. Non, j'ai mon mail. Il peut m'écrire, vous me présentez, je réponds sur votre site de la MFM, je répondrai sans aucun problème. Moi, mon conseil, c'est d'aller se faire vacciner, vraiment. Surtout, moi, j'essaie de convaincre maintenant la famille médicale avant tout, avant la population. L'idée, j'insiste, sur toutes les questions qu'on reçoit effectivement et qu'on va regarder précieusement, on mettra en place un système de forum aux questions sur lequel effectivement chacun d'entre vous, chacun des intervenants que je remercie encore auquel chacun pourra répondre. Peut-être une dernière question, et je remercie d'ailleurs docteur Amir qui remercie pour la communication très claire, mais je pense qu'on est nombreux à le penser. On ne viendra pas sur la manière dont le vaccin doit être fait par voie intramusculaire. Je pense que
il avait été l'objet de polémiques récemment. On y reviendra ultérieurement. Peut-être une dernière question, si tu veux bien, Yahya. Oui, avec plaisir. Alors, au-delà on parlera également peut-être je poserai la question et il me répondra ultérieurement pour parler de 95% d'efficacité du vaccin sans avoir la preuve de l'exposition au virus SARS-CoV-2. Alors, je pense que c'est pas, malheureusement, je voudrais pas te faire répondre en 30 secondes. Peut-être une dernière question toujours du docteur Amel Amir qui nous demande, s'il vous plaît, un patient avec un diagnostic restant d'hépatite B, le vaccin n'a pas de contre-indication? Non, on vaccine, l'un des conseils que je peux donner, avant de vacciner tout patient, tout sujet, parce qu'on ne vaccine pas des patients, on vaccine des sujets sains généralement. Toute personne, avant de la vacciner, il faut lui prendre la température. Température élevée. Vous lui posez la deuxième question. Est-ce que vous êtes infecté? Est-ce que vous toussez? Est-ce que oui? Est-ce que vous avez de la diarrhée? Ça veut dire qu'il y a une infection virale par là. Eh bien, il ne faut pas le vacciner pendant cette phase de fièvre, de vomissement, de diarrhée ou de rhume, de signes d'infection. On ne vaccine pas, on reporte une semaine et on vaccine après. Quelqu'un qui fait une hépatite et qui est en cytolyse hépatique, non, il ne faut pas le vacciner. Traitez l'hépatite, attendez que ça passe et après on le vaccine. Docteur Mekki, merci. Merci à vous. Psychologue à Lyon. Je redonne la parole. Merci à toi, cher Yahya. Je redonne la parole au docteur Badran.